Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente, une jeunesse qui a justement envie de se battre pour l'évolution de ce magnifique continent, l'Afrique, ce continent qui nous appartient et qui appartient naturellement à cette jeunesse qui représente l'avenir de notre continent. Vous connaissez le procédé de Génération News scindé en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons plancher sur la notion, une notion plutôt importante puisque nous allons parler du jugement. Pourquoi aujourd'hui on a un petit peu peur ou on a du mal à accueillir un jugement parfois intéressant, mais on a du mal aujourd'hui, en tout cas, à tirer le côté positif d'un jugement. Pourquoi et comment? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et puis, en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler du doute, cette petite voix dans notre tête qui nous interroge ou qui nous invite parfois à laisser tomber un projet ou de faire l'inverse, d'y aller simplement. Comment aujourd'hui écouter nos doutes? En d'autres termes, faut-il parfois écouter cette voix dans notre tête? Et des éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont là sur le plateau de Génération News, ce sont des habitués pour la plupart. Stéphane, étudiant en journalisme et communication, un habitué de Génération News. J'ai envie de te dire bienvenue chez toi tout simplement. Merci et c'est un grand plaisir d'être là. Plaisir partagé également pour la seule femme sur ce plateau, Laïka, étudiante en journalisme et communication. Deuxième participation à Génération News. Tu nous avais manqué, en tout cas bienvenue et bon retour sur le plateau de Média. Merci, c'est toujours un plaisir d'être là. Le plaisir également pour Benoît, on l'espère, journaliste, étudiant en journalisme et communication. Merci en tout cas d'avoir participé à Génération News. Quatrième participation, si ma mémoire est bonne. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. Le plaisir est partagé, merci à vous. Et on termine avec le nouveau, le petit nouveau sur le plateau Génération News. Michel, vous êtes étudiant en informatique et de gestion. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation Génération News, Michel. Pas de souci, merci à vous. Les amis, nous allons tout de suite démarrer la première thématique. Stéphane, je me tourne vers toi pour donner le ton de cette première partie d'émission. Dans mon introduction, je parlais évidemment du jugement. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on a du mal à supporter le jugement? Déjà, définition des mots-clés. Qu'est-ce que tu entends par jugement pour toi? Évidemment, tu as une définition personnelle. Et pourquoi certaines personnes ont du mal à supporter, à accueillir un jugement? Alors, si on devait définir ce sujet, on dirait des jugements, ce sont des propos qu'on émet chez une personne qui peut être négative ou soit positive. Voilà, et maintenant, pour parler sur la thématique proprement dit, pourquoi on a du mal à accepter le jugement? Alors, moi, je pense que c'est la manière dont on émet ces jugements. Voilà, ce dont qui fait mal et qu'on n'accepte pas le plus souvent, c'est lorsque ces jugements sont infondés. Et là, ça effectivement, ça met un sentiment de peur, mais également de colère voilà, chez la personne. Ça peut entraîner non seulement un manque d'estime de soi, mais également une peur, comme vous l'avez si bien dit, mais également un rejet de la société. Parce que effectivement, si on t'accuse d'un truc que tu ne te reconnais pas, on est d'accord que non seulement ça peut enlever un manque de confiance en toi, mais également tu peux être mal perçu auprès de la société. Donc en gros, il faut dire que lorsque un jugement n'est pas fondé sur une personne, mais malheureusement ça entraîne des frustrations et parfois on va dire un retrait même, parce que tu peux effectivement reculer. Voilà, justement. On peut devenir parfois associable pour beaucoup de personnes. Effectivement. Laïka, tout à l'heure, Stéphane parlait en parlant du jugement, disait c'est beaucoup plus la manière, la façon dont on avance ces jugements-là qui dérange. Déjà, moi, c'est cette façon comment et pourquoi ça dérange? Je veux dire, quelle est la façon qui peut heurter une personne dans le jugement? Est-ce qu'il faut le faire de façon ludique avec un ton un peu plus comique ou bien il faut être direct? Est-ce que c'est le côté direct qui dérange dans le jugement? Et puis, moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que tout à l'heure, on parlait de la douleur que ça peut procurer quand on parle de jugement. Est-ce que c'est plus douloureux quand c'est un jugement à trait au physique, par exemple? Bon, déjà, ce n'est jamais agréable de savoir que quelque part, quelqu'un a une mauvaise idée sur toi ou bien un jugement sur toi. Ouais. Voilà, et surtout quand c'est défavorable. Du coup, ça fait vraiment très mal. Et comme vous êtes en train de le dire,
il y a une manière de le dire. Je pense qu'il faut le dire avec la manière. Il ne faut pas aller directement et il faut vraiment avoir... Avec la manière, c'est laquelle? Désolé de t'interrompre parce que vous deux, vous êtes allés dans ce sens de dire avec la manière. On a envie de savoir quelle manière. Est-ce qu'il faut y aller doucement? Il faut installer l'idée déjà? Comment ça se passe? Bon, déjà, je pense qu'il faut regarder de qui il s'agit. Si cette personne est proche de nous déjà, et installer, on va dire quoi, un certain climat. Déjà, voilà, le faire autour d'une table peut-être, je ne sais pas, ou bien essayer de... Dans un moment convivial. Voilà, dans un moment convivial, voilà, pour que ce ne soit pas perçu de manière agressive. Voilà. Et... Mais l'aparté, je veux dire... Ah oui, en aparté, c'est mieux. Parce que le plus souvent, si on le fait devant les autres, la personne va... On sait que c'est une attaque de l'estime de soi. Est-ce que c'est pas ce qui est dérangeant, justement? Le fait de le faire devant les gens. Et pas forcément dans où on est en catimini entre nous, comme on dit. Je pense plutôt que c'est ça. C'est parce qu'on le fait devant les gens, on a l'impression qu'on veut nous diminuer devant des gens. Exactement. Et voilà, notre estime est touchée et on se sent mal. Alors que si on le fait en aparté, il y a plus, on va dire quoi, de raisons possibles de se sentir mieux, de prendre en compte le jugement. Voilà, même s'il fait mal, mais quand même de dire que bon, il est venu, il a fait en aparté, en intimité, voilà. Stéphane, tu veux rebondir sur l'argumentaire de Laïka? Oui, il faut également dire que ça dépend aussi des personnes. Il faut tenir compte du caractère de la personne. Si, exemple, il n'est pas très colérique ou peut-être c'est quelqu'un de calme, ben, il faut tenir compte de ça pour faire un reproche ou du moins un jugement à une personne. Un côté psychologue, en tout cas, bien cerner la personne avant d'avancer un jugement. D'accord, mon cher Mas. Alors tout à l'heure, Benoît, Stéphane parlait de jugement positif et négatif. Moi, la question que je te pose, mon cher, est-ce que réellement on peut avoir un jugement positif? Parce que est-ce que le jugement par définition, par essence, n'est pas négatif? Et s'il y a un jugement positif, c'est lequel? Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de faire une confusion entre le jugement et le compliment? Moi, jugement positif, jugement négatif. Je pense au jugement, la plupart du temps, il va dans le par essence, il est négatif. Il est négatif. Mais maintenant, comme il disait, il y a des jugements qui sont fondés et d'autres qui sont infondés. Si on fait une corrélation entre le jugement et la critique, vous verrez que la critique, lorsqu'on te fait une critique, tu ressens si la critique elle est objective ou alors si elle n'est pas fondée, si elle est plutôt fondée sur autre chose que de l'objectivité. Et à partir de là, comme je disais, ça dépend de la personne aussi qui est en face, parce qu'il y a des gens qui ont la capacité à comprendre que bon, la critique qui m'a été faite, elle est faite normalement, certes, elle peut me toucher, mais normalement, elle est faite pour me faire avancer. J'essaie de voir si une personne vient, En fait, donc ça dépend de la personne, de la perception, comment la personne va prendre. Donc, je pense que tout à fait, il peut avoir des jugements positifs, il peut avoir des critiques positives, vu qu'à partir du moment où ça peut te faire avancer, c'est que quelque part, il y a du positif à l'intérieur. Même si c'est vrai, ça peut te faire mal dans un premier temps, mais je pense que nous devons tous essayer d'aller dans une optique de voir souvent dans quel but ce jugement est fait. Maintenant, si c'est en public, comme disaient les collègues tout à l'heure, lorsque c'est fait en public, c'est vrai que c'est difficile à passer, même si le jugement il est positif à la base, mais fait en public, devant des gens, la personne a plus tendance à penser que tu as envie de la diminuer en public. Donc, même si ta critique, elle est objective et qu'elle peut aider la personne à qui tu sors cette critique, il vaut mieux aller apporter ce jugement en aparté, comme on disait tout à l'heure, apporter un jugement en aparté, parler à la personne maintenant, quitte à la personne d'avoir une appréciation ouverture d'esprit, plutôt que de voir de la jalousie, d'être frustré et tout et tout. Donc je pense que oui, dans ce sens, il peut y avoir un jugement positif comme le jugement négatif. Oui, Laïka, juste le temps de laisser Michel aussi se prononcer, ensuite on vient vers toi. Je te sens très... tu as envie de rebondir là sur l'analyse de Benoît. Justement, Michel, par rapport à ça, par rapport au jugement, est-ce que toi, tu es du genre à bien les accueillir, ces jugements, à les supporter, ou l'inverse, tu es plutôt celui qui en donne ces jugements?
Bon, on va dire pratiquement les deux. Hein. Les deux, d'accord. Ça dépend justement, ça dépend des circonstances. Mais du coup, toi, comment tu gères ces jugements, même parfois quand ils sont difficiles ou durs? Est-ce que c'est plus facile à gérer quand ça vient, comme tout à l'heure, Laïka disait, quand ça vient d'un cercle restreint, ça peut être ton frère, ta soeur, papa, maman qui fait un jugement. Est-ce que là, c'est plus facile à acquiescer ou bien c'est plus, et encaisser aussi, est-ce que c'est plus facile quand c'est un cercle, donc la famille, que lorsque c'est par exemple un ami que tu as connu, ça fait juste 2 mois par exemple? Bon, sur ce point-là, je pense que le jugement de base, d'abord, c'est difficile à accepter. Ouais. Donc, que ce soit pour une personne proche ou pour une personne éloignée. Mais maintenant, ce qu'il faut tenir compte par là, c'est que le jugement permet à une personne d'avancer aussi. Parce que là, on parle des jugements fondés, parce que pas des jugements infondés, ou on va dire juste pour parler comme ça. Maintenant, sur des jugements fondés, comme Stéphane disait tout à l'heure, ça permet à la personne d'avancer. Parce que si on te fait, par exemple, une remarque par rapport à certains trucs, ça te permet de grandir. Les corriger directement et aller de l'avant. Mais moi, je pense que ce qui fait réellement mal par rapport au jugement, c'est que l'homme, en général, a tendance à vouloir être accepté et être valorisé de tous, donc par tout le monde. Et c'est comme le jugement touche là, cet aspect d'acceptation et de validation de la société. C'est ce qui fait mal. Parce que de nos jours, par exemple, si on ne veut pas être le mouton noir, comme on dit, le mouton noir du groupe, parce qu'on a peur d'être marginalisé, par exemple d'être complètement rejeté, écarté par un groupe ou une communauté. Et ça, c'est assez intéressant ce qu'il vient de dire, Stéphane, mais on va laisser, parce que Laïka, elle est en train de bouillir, elle est en train de bouillir de l'intérieur, là. Benoît, il se prépare, mais vas-y, Laïka. Non, mais comme il a déjà répondu en partie sur ce que je voulais revenir concernant ce que Benoît a dit. Quand on parle de jugement, vous avez dit que le jugement, il est positif. Moi, je pense quand on parle de jugement, je pense qu'il est plutôt péjoratif. Il n'est pas positif parce que si c'était un jugement positif, du genre on est ensemble. Tu me dis par exemple, écoute Laïka, quand tu étais en train de danser par exemple, j'aimerais que tu puisses bouger comme ça pour améliorer tes pas de danse, mais ta chorégraphie, tu vois, et tu me le fais devant des gens, ça va pas m'heurter, ça va pas me faire du mal. Mais c'est quand tu viens par exemple, tu me dis non, arrête de danser comme ça parce que tu suis pas les autres gens. Là, c'est rabaissant. Dans ce sens, c'est vraiment péjoratif et ça fait mal. Mais quand c'est fait de façon fluide. De façon fluide, voilà, on le prend bien et ça ne gêne même pas que les gens soient autour parce qu'on sait que c'est pour nous améliorer. Voilà, c'est des trucs constructifs. La question que je pose aussi à Michel, parce que tout à l'heure on parle, moi, la question que je pose, c'est est-ce que le jugement sur le physique fait beaucoup plus mal? Laïka a donné des pistes, mais j'ai bien envie qu'on essaye. Parce qu'en fait, on a l'impression que si je viens me juger sur ma coupe de cheveux, on se dit, bon, ok, ça va, c'est vrai que tu me diras, c'est en lien avec le physique, mais quand on vient te juger sur ton nez, tes yeux ou tes pieds ou autre chose, par exemple toi t'es grande taille, je veux dire à ce moment-là peut-être que le jugement aussi t'as eu droit à ça ou ta coupe de cheveux par exemple, mais je veux dire est-ce que ça fait beaucoup plus mal quand ce n'est pas fondé, puisqu'on reste sur le caractère fondé et infondé, mais quand ce n'est pas fondé, est-ce que ça touche beaucoup plus? Parce qu'il faut aussi comprendre que par exemple pour juger quelqu'un, on ne peut pas d'abord s'attarder sur le comportement parce qu'on te connaît. Soit tu connais ou soit tu connais pas la personne. Exactement. Donc c'est plus le physique. Le physique qu'on voit d'abord premier lieu. Donc et vraiment le physique ça touche plus parce que comme on dit c'est ce qu'on voit complètement en fait. Donc par exemple si on dit si la critique est infondée, par exemple qu'il est vilain, si on prend le terme, ça va plus faire mal parce que c'est ce que les gens voient directement en fait. Donc, c'est surtout qu'elle est relative, hein, la beauté. Donc, oui, c'est selon la perception. Mais quand une personne dit de toi t'es pas beau, oui, ça remet. Tu sais que c'est pas toi qui peux enlever cela, ça fait plus mal. Quand tu sais que tu peux pas changer ça, tu es né comme ça, tu es né. Oui, mais le truc c'est que tu es vilain aux yeux de quelqu'un et tu es beau aux yeux de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pourquoi je dis la beauté, comme on dit, se trouve dans l'œil de celui qui regarde. L'argent change ça maintenant. Benoît, justement, oui, Stéphane souffre 2 minutes. Moi, je veux qu'on décale un petit peu le sujet sur l'aspect professionnel, parce que le jugement au milieu professionnel, je pense que ça aussi, parfois, ça fait énormément mal. Comment gérer ce jugement en milieu professionnel, notamment sur le travail ou sur la façon de travailler de façon générale? Est-ce que l'impact est beaucoup plus multiplié, la douleur a un effet multiplicateur en milieu professionnel?
Ça a un effet multiplicateur. Et c'est là où je pense, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la perception que l'on se fait du jugement ou la critique qui est apportée, normalement, qui est censée donner, comment dire, soit le côté négatif ou positif dont on parlait. Est-ce que je voulais t'interrompre, est-ce que l'employé, supposons vous êtes dans une réunion, voilà, il y a le big boss qui est devant, qui tient la réunion, et tout le monde est complimenté sauf toi. Je veux dire, à partir de ce moment-là, c'est difficile pour toi de devoir avoir l'esprit de dire « Ok, je prends ça du côté positif ». Non, tout de suite, ça va quand même te tuer un petit peu de l'intérieur. Il y a une frustration, effectivement. Est-ce qu'il y a une manière pour les responsables de juger, d'apporter un jugement sur le travail sans forcément heurter la sensibilité de son employé pour que demain, ce dernier ne se sente pas, comme Michel l'a dit, rejeté ou a l'impression qu'il n'est pas embarqué dans le projet avec les autres? Bien sûr qu'il faut une manière, parce que dans la société, normalement, l'homme est un animal politique. Il faut savoir dire les choses à un certain moment, et je pense que c'est pour ça qu'on a ce domaine de la gestion des ressources humaines. Exactement. Il y a des choses, lorsqu'on est dans un cadre professionnel, en tant que patron, tu devrais savoir que telle ou telle chose peut avoir de l'impact sur la façon de travailler de la personne. Lorsqu'on parlait de faire un jugement en aparté, si vraiment c'est une critique qui ne peut pas se faire en aparté avec la personne, il faut trouver la manière adéquate de dire et de faire comprendre à la personne que telle ou telle chose que tu as eu à faire, on n'a pas apprécié parce que. Maintenant, c'est la méthode, parce que en fait, il y a certains, l'un de vouloir t'interrompre, Benoît, c'est pour aller dans le même sens que toi. Quand tu parlais de la méthode en milieu professionnel, il y en a qui parlent, on en parlait encore là, il y a quelques jours sur le plateau de Génération News, en parlant de la psychologie inversée, c'est-à-dire de commencer toujours, par exemple, si Laïka a pondu un rapport de fin de mission qu'elle a eu à faire quand elle était en Allemagne, j'espère que ça s'est bien passé, Laïka, quand tu étais en Allemagne, du coup, elle arrive, elle nous pond un rapport et que le directeur, supposant, voilà, du mal à apprécier le rapport, je pense que ce serait bien dans la méthode, comme tu dis, de commencer avec la psychologie inversée par féliciter d'abord la personne en disant « Écoute, Laïka, ton travail est magnifique, franchement, c'est bien, j'ai beaucoup apprécié, mais… » Voilà, tu vois, Michel avait le mais, et c'est ce mais, en fait, ouais, mais je pense que tu aurais dû faire ça, que de dire, écoute, j'ai pas apprécié ton travail, c'est pas bon, voilà, le rapport a été mal rédigé, il y a des fautes d'orthographe, de syntaxe et tout le reste, franchement, le rapport il est nul, excusez-moi du terme, mais je trouve que c'était bien, c'était quand même bien. En fait, là, Laïka partira avec l'idée que son travail est nul, il n'est pas bon. Or, si il démarre par l'inverse en disant ton travail est bon, elle part du principe que son travail, il est bon. Donc là, dans le processus, il y a un jugement qui a été fait, sauf qu'en jouant sur la psychologie de l'employé, il a réussi à dire à Laïka, écoute, voilà. Et Régis, pour compléter un peu ce dont Benoît a dit, et c'est là où le leadership intervient. Exactement. Justement, parce que justement, c'est là où on va dire, du moins, on doit avoir des patrons ou encore des chefs qui ont cette capacité de réunir, justement. Parce que généralement, nous avons des managers et le manager lui dicte. Voilà. Et là, tandis que… La chefferie, quoi. Voilà, la chefferie. Voilà, tandis que si nous avons, par exemple, des leaders dans des entreprises, ben, c'est évite ce genre de dérive. C'est-à-dire, justement, le management, ça signifie que là, on tient compte, exemple, du caractère de Benoît, on tient compte du caractère de Michel pour pouvoir le faire comprendre certaines choses. Parce que effectivement, il y a des propos… Donc c'est quoi? Il faut personnaliser à chaque fois je veux dire, oui, parce que si on tient compte à chaque fois du caractère de quelqu'un, ça veut dire que s'il y a des jugements, vous l'avez déjà dit, mais en milieu professionnel, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à chaque comportement. Oui, on peut s'adapter à chaque comportement de chaque individu, mais également, on peut également mettre des jugements, on va dire, collectifs, c'est-à-dire on dit certains nombres de choses, mais toi-même tu peux te reconnaître que là, effectivement, je n'ai pas, comment dire, j'ai pas bien travaillé. Voilà, justement. Donc, il y a des méthodes comme ça qu'on peut mettre en place pour pouvoir faire comprendre à la personne que voilà, son travail n'a pas été correct. Est-ce que lorsqu'un jugement est difficile à accepter, à supporter, pour s'accrocher à la thématique de cette première partie d'émission, Michel, est-ce qu'il faut en parler? Ou bien il faut emmagasiner au risque de verser parfois dans la dépression? Est-ce que toi, ça t'arrive lorsque tu es face à un jugement hyper fort, d'en parler à papa ou à tes frères ou à ta sœur, qui est le confident dans la famille de Michel?
Bon, moi, je suis une personne, je parle pas trop D'accord. par rapport à ce genre de trucs. Oui, mais il y a quelqu'un dans la famille quand même avec qui tu es hyper peut-être à l'aise au point de parler de certaines choses, non? On va dire maman. Ah, maman, ok, d'accord. Elle s'appelle comment, maman? Paola. Maman Paola, d'accord, qu'on salue au passage évidemment. Du coup, qu'est-ce que tu dis à maman Paola? Est-ce que ça t'est arrivé de te confier à maman par rapport à un jugement qui a été fait sur ton physique ou sur ta capacité intellectuelle par exemple? Non? Bon, pas que je m'en souvienne. Hein, d'accord. Moi, je suis aussi très taquin. Bon, d'accord. Ça va, donc toi tu arrives parfois à aussi... Il est celui qui juge. Il juge, non mais il a dit au début qu'il fait les deux, donc il juge et ensuite il prend aussi les jugements. Tu sais ce qu'on va faire? On va demander à maman Paola, je pense qu'elle va nous donner beaucoup d'infos là sur le jugement. Laïka, justement par rapport à ça, la question si je te la pose, est-ce que toi, quand c'est un jugement en lien direct avec ton physique ou en lien avec ta capacité à réfléchir, le sens de l'analyse, est-ce que ça te touche personnellement? Est-ce que comment tu te comportes face à ça? Est-ce que tu emmagasines ou bien t'en parles et t'en parles à qui? Bon, si on me fait un jugement sur mon physique, déjà je ne fais pas très attention parce que je ne suis pas responsable de mon physique. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, donc belle mentalité au passage. Voilà, je ne peux pas accepter des critiques qui viennent de là. Donc, quitte à la personne de dire ce qu'il veut. Maintenant, concernant ma capacité intellectuelle, alors là, je réponds, je n'essaie pas de garder... C'est action-réaction. Action-réaction. Ah ouais, et là, je te prouve sur place que je suis capable de faire le contraire de ce que tu dis. Voilà, donc je réagis tout de suite du tic au tac. Concernant la confidentialité avec qui je me confie, c'est dur. Je préfère souvent garder pour moi pour ne pas embêter avec maman, je peux pas le faire. D'accord. Et parfois, on peut dire que le jugement aussi traduit un effet de manque de confiance en soi. C'est vrai, c'est ce que Stéphane disait d'ailleurs, c'est ce manque de confiance en soi et parfois qui conduit au doute. La transition est toute trouvée, hein, mon cher Michel. Le temps pour nous de marquer une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera justement du doute. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons parler pour cette deuxième partie d'émission du doute. Pourquoi et comment écouter toujours cette petite voix dans notre tête qui nous avertit ou qui nous interdit parfois de faire certaines choses. Michel, le doute, cette voix dans ta tête en général, est-ce que c'est comme un GPS? Est-ce que c'est quelque chose qui te guide parfois dans des initiatives ou des choix que tu dois mettre en avant, et comment tu arrives à écouter cette voix ou à la rejeter? Est-ce que de façon générale, tu écoutes tes doutes? Oui, de façon générale, nous tous, quand même, on a tous une voix intérieure qui nous parle par rapport à plusieurs situations, quand même. Exactement, ouais. Mais en général, cette voix, c'est nous. Hein. Mais oui. Ouais. Maintenant, là, il faut savoir faire la part des choses, en fait. Pas de savoir d'abord si le doute, il est fondé, donc fondé sur... par rapport à la situation. Donc vraiment garder son sang-froid et vraiment ne pas avoir des peurs irrationnelles. Parce que parfois, le doute peut être fondé sur une peur irrationnelle. Exactement. Et cela amène parfois à des résultats vraiment... direct. Ouais, la peur de l'échec ou parfois même la peur de réussir. Tu te dis, bon, ok, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Mais toi, en général, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce qu'il y a des situations, justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles, à un moment donné, ta voix, donc ce doute-là, est venu te dire, écoute, c'est quoi, Michel, ce serait bien de laisser tomber, on passe à autre chose? Oui, il y a des situations parce que, par exemple, si on exemple un peu, dans une situation de vie ou de mort, il n'y a pas le temps de réfléchir. Là, le doute, par exemple, tu doutes, je ne peux pas passer par ce chemin-là. Ouais. Le doute devient évident, en fait. Donc, tu vas réagir au quart du tour. Et là, tu n'as pas besoin de temps de réflexion. Mais il y a aussi dans d'autres situations où tu as besoin d'abord de te poser un minimum, de savoir si... Oui, des questions. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que je dois vraiment faire ça? Et prendre une décision par rapport à ça. Laïka, est-ce que toi, le doute également, comme Michel l'a dit, c'est quelque chose, hein, ça nous arrive tous les jours. Peut-être même en venant ici, tu as douté un petit peu, est-ce que je serai à l'aise avec la thématique ou quoi? Mais est-ce que je veux dire, la question, je te la pose aussi, est-ce que toi, le doute également, cette voix dans ta tête, tu as tendance à l'écouter au point vraiment de mettre en application ce que cette voix te dicte de faire? Déjà, je dirais qu'il est extrêmement utile là d'écouter la voix, cette petite voix. C'est vraiment, oui, il est très utile d'écouter cette petite voix au fond de nous parce que la plupart du temps,
ça indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce doute-là ne naît pas juste comme ça. C'est l'autodéfense, soit de l'autoprotection pour te dire ça va pas. Parce que si normalement les choses étaient bien, ça allait glisser en fait, tu allais tranquillement accepter les choses. Mais c'est quand tu sens que non, là ça va pas, tu le sens. Et à partir de cet instant, le doute s'installe et moi j'écoute. J'écoute cette petite voix-là, je ne vais pas prendre la décision précipitamment, je vais essayer d'analyser en profondeur, de voir pourquoi je doutais et tout. Et à la fin, tu te rends compte que tu avais raison de douter. Est-ce que l'étape de réflexion, elle est importante? Parce que même Michel encore insisté sur la réflexion, et ça prend combien de temps en général avant de se décider, ou ça dépend de la situation? Si par exemple tu as appelé à te marier et qu'il y a cette voix qui vient te dire, Laïka, c'est quoi? Je ne pense pas que c'est l'homme de notre vie, ce serait peut-être bien qu'on passe à autre chose. Est-ce qu'à ce moment, tu vas te mettre à réfléchir et te dire, ok, on va y aller sur un mois avant de passer justement la bague au doigt? Est-ce que ça dépend de la situation? Le temps de réflexion dépend de la situation? Oui, le temps de réflexion dépend de la situation. S'il s'agit de mariage et que je suis au stade où, on va dire quoi, je vais me marier. Donc, déjà si tu doutes, c'est qu'il y a comme tu l'as voilà, c'est ce que je voulais dire, que je suis au stade de mariage et je suis au niveau où je vais me dire, attends, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je dois réellement le faire? Ça veut dire qu'il y a réellement un problème. Et je prends tout mon temps et je vais dire à mon fiancé, s'il existe, je vais lui dire, bon, écoute, on va essayer de voir les choses plus clairement, prenons notre temps et ça va aller. Est-ce qu'il est plus facile, oui Stéphane, avant de venir vers toi, est-ce qu'il est plus facile, Laïka, comment on appelle ça, j'ai envie de dire, de beaucoup plus aider une personne, de sensibiliser, de comprendre une personne, de conseiller une personne par rapport à ses doutes, supposons que Stéphane décide de venir vers toi et te soumettre ses doutes. Est-ce que c'est plus facile pour toi de conseiller Stéphane, ou c'est plus facile pour Stéphane de se conseiller lui-même? Je pense que c'est plus facile que Stéphane se conseille lui-même, parce que s'il a des doutes, ça veut dire qu'il a déjà sa petite idée dans sa tête. Et je pense que c'est déjà même si j'apporte des suggestions, bien des conseils. Il a besoin de ça, un peu de... Oui, tu vois, il y a des gens qui ont besoin parfois de se rassurer. Oui, pour pouvoir mieux clair, mais je pense que je vais juste conseiller et apporter des suggestions et au final, lui-même, il pourra décider, mais il ne peut que se conseiller lui-même. Il peut vraiment se conseiller lui-même. Par rapport à ça, je te voyais, tu veux rebondir là sur le doute. Dis-moi. Elle a tout dit, parce qu'effectivement, lorsqu'on a des doutes, parfois il faut également prendre des conseils. Parce que ces conseils peuvent également t'aider à pouvoir prendre une décision. Une lumière dans l'obscurité. Justement, voilà. Mais moi, généralement, on va dire, j'assume mes choix. J'assume ça. Pourquoi? Parce que quand je me mets à réfléchir, que bien évidemment, j'ai également pris peut-être des conseils auprès des amis. Parce que pour toi, douter, c'est choisir, quelque part. Ouais, c'est ça, justement. D'accord. Douter, c'est choisir, parce que parfois, je suis confronté à plusieurs dilemmes. Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Ben voilà, je prends conseil peut-être à des personnes qui, peut-être, ont déjà vécu cette même situation que moi et qui peuvent m'apporter des conseils, qui peuvent m'apporter des contributions par rapport à la situation. Et par la suite, voilà, je prends une décision et le choix, je l'assume jusqu'au bout. Voilà, parce que lorsqu'on prend un choix, soit ça passe ou ça casse. Voilà. Est-ce qu'il y a une distinction à faire, mon cher Benoît, et tu me diras, c'est selon ton analyse bien sûr, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre l'instinct et le doute? Ou pour toi, ce sont deux sœurs jumelles, en tout cas en parlant de ces deux notions, l'instinct et le doute? Non, bon, l'instinct et le doute, les deux viennent du subconscient, normalement. Mais l'instinct, je prends plus l'instinct comme une forme d'intelligence poussée. Parce que le plus souvent, lorsqu'on écoute son instinct, la confirmation de la véracité de ce que l'instinct essayait de communiquer arrive le plus souvent après. C'est vrai. Le doute, moi, au niveau, le doute est naturel, comme disait Michel, le doute il est naturel pour tout le monde. Maintenant, ce que moi, par exemple, dans mon cas, je refuse souvent, c'est le fait de vouloir être dicté par ce doute-là. Accepter d'être dicté par le doute. C'est-à-dire, j'ai envie d'entreprendre. Stéphane a dit lui choisir. Mais est-ce que quelque part, ce doute-là n'est pas là? Parce que quand je vous écoute parler, on dirait que c'est un excès de confiance. Moi, je pense que le doute aussi, il est là pour ça, pour essayer de canaliser notre excès de confiance. Oui, en fait, certaines choses pour qu'on ne déborde pas, pour être rationnel. Le doute, en fait, le doute, il est là. Maintenant, le doute, il te pousse à réfléchir. Même par exemple, en philosophie, par exemple, le doute, il est indispensable parce que ça, voilà, c'est une remise en question, ça va te faire réfléchir et tout. Ce que moi, en fait, je refuse, c'est souvent que ce doute-là te fasse abandonner.
Parce qu'il y a des gens, la petite voix lui dit ce que tu as envie d'entreprendre, ça ne va pas peut-être réussir, et il laisse tomber. Mais sauf qu'à la fin de notre vie, on regrette plus ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a eu à faire dans la vie. Donc, si tu te mets dans une optique où à chaque fois que tu as ce doute en tête, bon, en fait, je ne vais pas essayer parce que ça peut être mieux de ne pas essayer, je ne vais pas me casser la tête, je ne vais pas me cogner par-ci, par-là. Mais en fait, à la fin, pour faire cette petite blague, à la fin, quand on prend ton cercueil, effectivement, imagine qu'on mette qu'il y a des regrets autour de ton cercueil et tous ces regrets qui sont en train de te dire, bah, il y a eu des opportunités et tu les as pas saisies parce que voilà, tu as écouté le doute et nous, les regrets, nous sommes obligés de mourir avec toi. Les opportunités, nous sommes obligés de mourir avec toi. Donc c'est là où... Oui, Michel, vas-y. Alors, quand je dis c'est important de prendre un temps de réflexion en fait, par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que le doute est issu de la peur. Et chaque être humain, on a tous peur en fait. C'est vrai. Par rapport à la situation, mais en fait, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, il faut savoir prendre son temps par rapport à la situation auquel nous sommes confrontés. C'est là où il parlait du choix. Il faut choisir, par exemple, de dire, bon, cette fois-ci, là, je vais me lancer. Peu importe les risques, c'est un choix que j'assume. Est-ce que toi, tu es dans cette philosophie-là Oui. Tu partages la même philosophie que Stéphane. Vous, c'est où ça passe, où ça casse. L'essentiel, c'est de faire un choix. Oui, bon, en fait, comme là, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Dans certaines situations. D'accord. Comme je dis, on a plutôt l'impression que quand on lui parle, on a plutôt l'impression qu'il assimile le doute à... L'excès de confiance. Non, pas l'excès de confiance, au fait d'abandonner. Voilà, c'est comme si tu disais que quand je doute, je laisse tomber. Non. Non, pour moi, le doute, c'est ce temps-là de dire, bon, si ça passe pas crème, je vais essayer de réfléchir. C'est un temps de réflexion. Pour moi, le doute, c'est ça. Voilà, c'est l'alerte. Voilà. C'est ça qu'on appelle la remise en question. Le doute, c'est une remise en question. Non, c'est parce que au niveau, il fallait dire, non, on prend le cercueil, on va prendre le cercueil et tout. Ça veut dire que tu n'as même pas... Non, j'ai bien dit, il y a des gens qui décident d'abandonner. Quand ils ont le doute. Quand ils ont un doute, et c'est ça, c'est cette vision-là en fait que c'est dans ce sens-là qu'il dit qu'il n'a pas envie de se laisser dicter par ses doutes. Ce doute-là. Parce que le doute va te dire, écoute, le projet il n'est pas bon, laisse tomber. Je pense qu'en fait, c'est comme disait aussi Youssoufa, il ne faudrait pas que la peur de l'échec soit plus grande que l'envie de réussir. Et sinon, après derrière, ça va être compliqué. En fait, il faut vraiment faire une analyse aussi par rapport à la situation. Parce que si on prend un exemple, tu veux te lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, tu rencontres une personne qui vous échangez et après tu te rends compte, tu veux dire qu'il te dit d'envoyer une certaine somme par exemple. Tu vas envoyer la somme, mais tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne collent pas. C'est une alerte. Est-ce que tu vas directement te dire que bon, parce que ça doit passer, ça passe ou ça casse, j'envoie directement l'argent? Non. Tu dois t'asseoir et savoir quels sont les indices qui te disent que non, là par exemple, là c'est un faux numéro. Là, voilà, la personne... Et donc tout ça, c'est vraiment dans le temps de réflexion que vous avez tous souligné, qui permet de déterminer l'impact, la valeur, voilà, si le doute est fondé ou pas. Est-ce que vous pensez concrètement, Stéphane, qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, il y a vraiment ce temps-là? On a l'impression que la génération n'a plus le temps d'avoir du temps. Du coup, en fait, comme vous dites, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'on a un doute, si la voix nous dit laisse tomber, on laisse tomber. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de voir s'il y a des éventualités ou pas. Est-ce que encore cette jeunesse a cette forme de remise en cause soulignée par Laïka et Benoît? Ben, il le faut, s'ils n'ont pas, il le faut absolument, parce qu'effectivement, lorsqu'on a le doute, c'est le fait d'abord de se remettre en question. Et lorsqu'on se remet en question, ben, effectivement, on trouve des solutions pour pouvoir pallier à cela. Ouais. Voilà, bon. Oui, c'est vrai qu'on va dire, de nos jours, les jeunes sont un peu plus dans, on va dire, sont plus dans le choix. Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont un problème, ben voilà. Il n'y a plus le temps de mélanger les couleurs. C'est ou c'est noir ou c'est blanc. Voilà, on ne cherche pas à avoir le gris, quoi. On y va. Donc, et c'est un peu là où le bas fait mal. Voilà. Parce que lorsqu'on a un doute, comme il a si bien dit, là, ça peut être également, on va dire, quelque chose de, on va dire, les positifs, justement, les positifs, voilà. Justement, c'est pourquoi on parle de se remettre en question, et c'est là où j'insiste sur ça, de véritablement se remettre en question. En fait, quand on doute, il faudrait pas qu'on y va de suite. Il faut prendre le temps de réfléchir, de voir les conséquences que ça peut engendrer, le fait de voir les choses dans tous les aspects. Est-ce que lorsque je vais peut-être prendre cette décision, voilà,
les conséquences seront favorables à moi ou peut-être défavorables. Donc, c'est toutes ces questions qu'on doit se poser, que on doit mettre en place pour pouvoir écouter, simplement. Le choix te revient à toi-même de prendre une décision. Aucune personne ne peut... c'est pourquoi je posais la question à Laïka, de savoir si il est plus facile d'orienter, de conseiller quelqu'un par rapport à ses doutes. Et c'est comme elle a dit, c'est plus facile quand le conseil vient de soi-même. Laïka, tu doutes de quoi aujourd'hui? Parce que ce qui est bien, en fait... Non, parce que Michel, tout à l'heure, il a dit, en fait, aujourd'hui, l'être humain doutera toute sa vie, en fait, va douter tout au long de sa vie. Et c'est vrai, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, même quand on était plus jeune, quand on t'étend le biberon, tu doutais un petit peu de savoir si c'est vraiment du lait qui est à l'intérieur ou pas. Mais tu doutes de quoi aujourd'hui, Laïka? Est-ce que tu doutes des gens? Est-ce que tu doutes un peu de ce monde qui évolue avec l'intelligence artificielle? Le doute d'avoir un monde plutôt avec beaucoup de machines dans 10 ans, dans 20 ans, avec l'évolution d'une intelligence artificielle rapide. Vous doutez de quoi, très cher Laïka? Question à 3 millions. Non, vous ne doutez pas de vos parents, pas de papa, pas de... Non, je ne doute pas de mes parents. D'accord. Je doute, on va dire quoi, de l'humanité. D'accord. De l'humanité. Je doute que l'humain soit, on va dire quoi, soit avec des réelles intentions. Je doute qu'une personne puisse réellement te faire du bien sans attendre quelque chose en retour. Voilà, je doute, comme on parlait de l'intelligence artificielle, je doute que ce soit juste mis comme ça, genre pour aider, juste pour nous aider. Non, je crois qu'il y a forcément quelque chose derrière quelque chose de caché, que ce n'est pas juste ce que l'on veut nous faire croire. C'est ce que moi je dis souvent aux gens, laissez ChatGPT, quoi. Voilà, réfléchissez vous-même, parce que derrière, après, ça peut être compliqué. Parce qu'effectivement, c'est ça, parce qu'à partir du moment où on te dit que c'est gratuit, et comme je dis souvent, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est toi le produit, en fait. Quand c'est gratuit, peu importe, on va vous dire abonnement à telle plateforme pour regarder des films gratuitement, part du principe que le produit, c'est toi. C'est pas l'application, c'est toi. Et ChatGPT, je suis désolé, c'est vrai qu'on nous a vendu ça comme quelque chose qui nous aide. Il y a beaucoup d'IA aujourd'hui, mais je veux dire l'IA connue et utilisée de tous, c'est ChatGPT. Mais c'est vrai que, comme dit Laïka, on nous a vendu ça comme un outil qui aide, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus comme une cage où on prend son cerveau, on dépose le temps voilà, tu vois. On ne réfléchit plus, on ne pense plus de nous-mêmes parce que ChatGPT va nous produire un résumé de tel article ou un truc en 30 secondes. À ce niveau, par exemple, sur ChatGPT, Stéphane, par exemple, s'il a une personnalité publique, et moi, je suis son chargé de communication. Si Stéphane a déjà la facilité d'aller sur ChatGPT et de taper « j'ai besoin d'un texte en communication, un discours et tout », on te sort un discours en bonne et due forme. Mais en fait, à quoi il sert encore le conseiller de communication ? Plus à grand chose aujourd'hui. Ce qui est bien déjà, même je crois qu'en France, ils ont déjà installé même des logiciels dans les ordinateurs des professeurs pour détecter justement des devoirs qui ont été voilà, GPT, exactement, qui ont été faits par ChatGPT. L'intelligence artificielle doit être un outil, rien qu'un outil en fait. Parce que ça peut t'aider à avancer dans le travail en fait. Exactement. Non, mais ils nous ont vendu. Après, effectivement, on n'est pas en train de faire l'apologie dans le mauvais sens de ChatGPT. Non, c'est un outil comme vous l'avez souligné. Ça aide beaucoup de personnes. Après, je pense que c'est au niveau du dosage. Voilà, il faut bien doser, de faire en sorte que ça ne soit pas un outil où, quand tu te retrouves dans un village où il n'y a pas une connexion Internet, tu paniques parce que ton cerveau te fait défaut, tu sais plus trop, tu n'arrives plus à réfléchir parce que tu n'as pas accès à ChatGPT. Donc oui, elle doute de l'humanité. Benoît, tu doutes de quoi, toi? Je rappelle que Benoît, de temps en temps, les amis, si vous êtes intéressés, allez sur sa page Facebook et sur les réseaux sociaux de façon générale, où effectivement tu produis des chroniques, où tu analyses un peu l'actualité à ta façon, politique et sociale, à ta façon évidemment. Tu doutes de quoi? Parce que le doute, je suppose que dans tes chroniques, tu en parles également. Mais tu doutes de quoi, toi, de façon générale? Actuellement, je dirais plus, mon doute est plus formulé sur nous-mêmes, Africains. Quand je regarde un peu, j'essaie de me projeter dans l'avenir. On a beau souvent jeter le caillou sur nos dirigeants des fois, mais on se rend souvent compte que des fois la population elle-même n'est même pas prête pour les révolutions qu'il nous faut pour changer ce continent. Et moi, c'est sur ça que je doute des fois. Je me réveille des fois et je me demande de nos mentalités. Est-ce que les Africains seront vraiment capables
d'arriver à la terre promise, où on a envie d'arriver. J'avais écouté une fois une interview de Thomas Sankara qui disait « Aujourd'hui, pour faire tomber mon régime, il ne prenait même pas la peine d'envoyer des mercenaires, ne prenait pas la peine d'envoyer des tueurs pour nous agresser. Il suffit d'interdire des choses à la population, interdire d'importation par exemple des trucs artificiels pour la femme ou pour l'homme, interdire d'importer telle nourriture, parce que quand on parlait par exemple, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, ça va à ça, on va arrêter d'importer. Et il disait que le fait seulement même de ne plus importer ça peut amener le peuple à nous faire chuter, à faire chuter la révolution en cours. Et c'est par rapport à ça que moi j'ai souvent ce doute-là que est-ce que Africains, nous sommes réellement prêts à changer les choses comme nous avons le bonheur, la joie de le dire à chaque fois qu'on en a l'occasion. On parle d'émergence, de développement. Mais je pense que le peuple africain, c'est un peuple persévérant, un peuple... de l'optimisme. Il y a de l'optimisme chez les Africains et je pense que c'est sur ça qu'on va devoir s'appuyer. Donc, j'ai eu des doutes, mais par réflexion, après remise en question, je suis arrivé à la conclusion que non, finalement, on verra bien, il y a des côtés positifs, optimisme, persévérance. D'autres thèmes, Stéphane, en quelques mots avant de clore cette émission, il faut écouter parfois nos doutes. Ben ouais, il faut parfois écouter nos doutes. Nos doutes peuvent nous conduire à un chemin, un droit chemin. Et également, il peut être également aussi de l'autre sens. Mais bref, comme pour dire que moi, généralement, lorsque je doute, c'est, on va dire, c'est une alerte, voilà. Ouais. Surtout, exemple, lors des examens, là on rentre même plus de le cadre scolaire, lorsque tu attends les examens, tout ça, tu te doutes un peu, est-ce que je vais véritablement travailler? Bien que dans ta tête, tu te dis, bon, oui, il y a eu la période de révision et justement, tout ça. Ouais. Je te dis, est-ce que j'ai véritablement bien travaillé? Est-ce que les résultats sont favorables? Mais bref, après, on arrive toujours à prendre une décision pour dire, bon, écoutez, ça passe ou ça casse, j'attends le résultat. Oui, de toute façon, avec toi, c'est où ça passe ou voilà, ça casse. C'est ça. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Laïka, tu veux saluer quelques personnes vite fait avant de clore l'émission? D'accord, je salue ma famille et Amidik. Voilà, d'accord, mais la famille qui? Papa, maman? Maman, ma fille, mes soeurs, mes frères, voilà, gros bisous. Oui, et repos éternel et repos évidemment à papa, à qui on fait des magnifiques bisous. Et je suis sûr que de là-bas, il est très fier de toi, ma chère Laïka. Michel, vite fait en quelques mots. Alors, je salue ma mère, Paola. Ouais, Paola. Bon, on avait maman Paola. On fait un gros bisou à maman Paola. Et évidemment qu'on se donne rendez-vous, les amis Stéphane et Benoît, Michel, Laïka. Merci d'avoir participé à Génération News. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.